Alors l'Iran n'a pas une armée de l'air super forte, non plus une armée navale super forte. Mais ce que l'Iran a est un arsenal massif de missiles. Des missiles qui peuvent voler au-delà du Moyen-Orient. Et ça, les États-Unis. Depuis le début de la guerre, Donald Trump a répétitivement parlé des missiles de l'Iran. Mais à chaque occasion, il disait avoir complètement détruit l'arsenal iranien. Écoutez ce qu'il a dit ici. Leurs missiles sont presque tous épuisés ou détruits. Leur capacité de missile est réduite à environ 10%, peut-être moins. Nous avons neutralisé la plupart de leurs missiles. C'est pourquoi vous voyez encore des attaques de missiles, mais ils sont à bout de souffle. Et détruire toutes leurs armes nucléaires folles, ainsi que les missiles et les drones qu'ils fabriquent. Mais il y a un petit problème dans ce que Donald Trump vient de dire. Il a tort. Regardez ce que le renseignement américain a révélé. Ils disent que plus que la moitié de l'arsenal de lanceurs de missiles iraniens sont intacts. Ils disent aussi qu'ils ont encore beaucoup de drones en réserve. Alors le renseignement américain dit que l'Iran possède toujours à peu près 50% de ses capacités des drones. Alors ceci nous pousse à nous poser deux questions. Premièrement, pourquoi y a-t-il de rapports différents des Américains? Donald Trump dit que les capacités militaires des Iraniens ont complètement été oblitérées. Mais le service de renseignement américain dit que 50% de la capacité offensive des Iraniens est toujours intacte. Pendant le même temps, Israël dit que 75% des lanceurs de missiles ont été neutralisés. Alors quel rapport est correct? Est-ce le rapport de Donald Trump disant que toute la capacité iranienne a été détruite? Ou les rapports des services de renseignement américains insinuant que plus de la moitié de la capacité serait toujours en opération? Ou les Israéliens qui prétendent que 75% des capacités iraniennes ont été complètement détruites pendant qu'il n'en reste que 25? Ça, c'est la première question. Pourquoi est-ce difficile pour les Américains et les Israéliens de détruire les lanceurs de missiles iraniens? Voici les deux questions sur lesquelles j'apporterai l'éclairage ce soir. Premièrement, comment est-ce qu'on identifie ces lanceurs de missiles? Certains lanceurs de missiles ont déjà été en position depuis très longtemps avant le début de la guerre. Ces lanceurs de missiles étaient depuis longtemps mappés et identifiés par Israël et les États-Unis. Ce sont les lanceurs de missiles que les États-Unis a attaqués dès le début de la guerre. Après la première vague de destruction des lance-missiles, c'est devenu un jeu du chat et à la souris. Les Iraniens cherchant comment tirer sans être perçus, pendant que les Américains et les Israéliens cherchaient à détruire ces lanceurs de missiles. Maintenant, il y a un point très essentiel à retenir ici. Chaque lanceur de missiles laisse des marques derrière. C'est ce qu'on appelle des signatures thermiques. Et ces signatures peuvent être détectées par des radars et des senseurs. Et aussi longtemps que ces signatures par des lanceurs de missiles étaient captées par des radars, les Américains et les Israéliens ont envoyé des chasseurs pour aller bombarder ce lanceur de missiles. Et un grand nombre de lanceurs de missiles iraniens ont été détruits de la sorte. Regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est malgré toutes ces frappes, l'Iran a pu préserver, d'après les Américains, 50% ou la moitié de leur capacité. Comment est-ce possible ça? Ceci est dû à 4 facteurs principaux qu'on va exploiter ici. Premièrement, on parle de la taille du pays et la taille de l'arsenal. L'Iran est entré dans cette guerre avec plus de 3000 missiles de sortes différentes. Ça, c'est le plus grand arsenal de missiles au Moyen-Orient. Ce qui est encore important ici, c'est la taille du pays. La grandeur de l'Iran est au-delà de 1 600 000 m². Ça, c'est presque la taille du Soudan. C'est énorme. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, c'est absolument impossible de traquer, de surveiller tout ce territoire. Donc, les lanceurs de missiles peuvent être n'importe où dans le territoire. Facteur numéro 2. Où est-ce que ces lanceurs de missiles et leurs capacités sont préservés? La grande partie de ces missiles et de ces lanceurs de missiles sont mobiles. Ils sont généralement planqués sur un track et déplacés rapidement en roulant. L'objectif ici est très simple. Une cible immobile est très facile à cerner et à détruire. Mais une cible mobile devient beaucoup plus compliquée à détruire parce qu'il est là le matin et n'est plus le soir. Et au-delà de cela, l'Iran a des sous-sols incroyables partout dans le pays. Encore une fois, la géographie a été une bénédiction pour l'Iran. Les multiples montagnes en Iran servent comme des bunkers et des protecteurs. Vous avez certainement vu les vidéos de Missile City de l'Iran, des cités de missiles qui sont souterrains. Ceci évidemment a rendu presque impossible la capacité de les détruire. L'autre point essentiel est que l'Iran a commencé à déployer des missiles de propégole solide, donc missiles à carburant solide. Par exemple le Karash et le Fatah.
Pourquoi c'est important? J'explique. Il y a des missiles à pré-porgol liquide et missiles à pré-porgol solide, ou missiles à carburant liquide, carburant solide. Le missile à carburant liquide, comme vous comprenez, a besoin de carburant. Donc ce carburant pourrait être de la kérosène, de l'hydradine ou de l'hydrogène liquide. Ce carburant est stocké dans le missile même. Mais avant de tirer ce missile, il faut le charger de carburant. Ceci a des points négatifs, y compris prendre du temps avant de tirer, et deuxièmement, peuvent être repérés facilement. Maintenant, il y a des missiles à carburant solide. Ces missiles, généralement, sont mélangés à des formes de blocs solides de carburant. Ce sont des missiles qui peuvent être chargés de carburant et peuvent rester comme ça pendant longtemps. On n'a pas besoin d'y mettre de carburant avant d'être tiré. Et ces missiles, généralement, ne propulsent pas des signatures qui peuvent être détectées par des radars adverses, comme les font les missiles à carburant liquide. Les missiles liquides ont naturellement besoin de soutien logistique, c'est-à-dire le chargement de carburant avant d'être tiré, qui pourrait naturellement servir d'élément de repère des ennemis pour détecter où ça se passe et bombarder. Les missiles à carburant solide n'ont pas besoin de ça. On peut stocker le carburant dans le missile et le laisser pendant très longtemps. Le point numéro 3 pour lequel l'Iran a pu préserver sa capacité jusque-là, c'est la décentralisation de commandement. Les commandants en charge de tir de missiles de l'Iran n'ont pas besoin d'autorisation venant de Téhéran. Donc, tout est décentralisé. C'est comme un système de mosaïque. Ils peuvent de soi décider de commencer à tirer maintenant sans avoir l'autorisation de Téhéran. Donc, les commandants ne peuvent pas seulement tirer quand ils veulent, ils peuvent aussi bouger leurs missiles d'un endroit à un autre comme ils veulent. Le point numéro 4, c'est la technologie et la connaissance. L'Iran, jusqu'à présent, est capable de produire au moins 40 missiles hypersoniques par mois. Leurs scientifiques et ingénieurs ont les connaissances et l'expérience. Cela sont deux choses qu'on ne peut pas détruire par le bombardement. Vous pouvez détruire les usines de production de missiles, vous pouvez détruire les lanceurs de missiles, mais vous ne pouvez pas détruire ce qui se passe dans la tête d'une personne en capacité expérimentée. Est-ce que c'est complètement fini pour les Américains? Bon, en tout cas, jusque-là, les Américains s'adaptent aussi. Ils se sont adaptés. Maintenant, ils font usage de bombardiers lourds. Ils fournissent beaucoup d'efforts ces derniers temps pour faire usage de bunker busters. Ces explosifs ont capacité de détruire des bunkers. Nous avons aussi vu les Américains en train d'essayer de bombarder les entrées de ces bunkers, puisqu'ils ont été jusque-là en incapacité de bombarder tous les bunkers depuis leur source. L'idée est simple. Si on ne peut pas détruire les bunkers, alors détruisons l'entrée des bunkers en coupant l'accès aux Iraniens. Mais ceci ne fonctionne pas parce que les experts disent qu'il faudrait des militaires sur place et des experts pour vérifier la destruction de ces éléments iraniens. Et aussi bloquer les entrées, c'est temporaire parce que c'est pas comme si l'Iran n'avait pas des tracteurs. En tout cas, jusque-là, les États-Unis ont été incapables de complètement oblitérer les capacités guerrières de l'Iran. Et les indications nous disent qu'ils n'en seront probablement pas. Breaking news, le Cameroun vient de conclure un contrat avec le gouvernement du président Trump. Un contrat très inquiétant, en effet, c'est un contrat secret parce que le Cameroun s'est exprimé différemment. Mais ce sont des documents qui ont été révélés par New York Times. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Donald Trump a conclu un accord secret avec le gouvernement camerounais. Quel accord? Accepter des migrants expulsés des États-Unis, y compris beaucoup qui ne sont pas des ressortissants camerounais. Ok? Nous savons que le Cameroun, il y a quelque temps, réfutait ou en tout cas renvoyait l'idée selon laquelle ils accepteraient des migrants venant des États-Unis d'Amérique, parce que le Cameroun n'est pas une poubelle, évidemment. Ça n'accepte pas de gens venant de partout. Mais retournement de veste complet, en tout cas, le Cameroun vient d'accepter 17 migrants déjà expulsés des États-Unis dans son sein. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi ce changement. C'est la partie qui nous intéresse. Pourquoi le changement? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ok? Mais avant d'y arriver, beaucoup d'expulsés avaient des protections judiciaires aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Protection judiciaire, en effet, c'est le fait qu'ils bloquent totalement le renvoi à son pays d'origine à une personne. Et généralement, la personne peut indéfiniment rester aux États-Unis et après une année, demander sa carte verte pour y résider de manière permanente. Il peut travailler légalement, voyager et finalement demander la citoyenneté aux États-Unis. Donc malgré cette protection judiciaire, les États-Unis ont quand même renvoyé ces gens au Cameroun. Et je pense que c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant parce qu'au Cameroun, on leur dit, vous n'êtes pas obligé de rester en prison. Si vous voulez rentrer chez vous, on vous envoie chez vous. Vous n'êtes pas obligé de rester ici en prison, mais on va vous sortir à une seule condition, que vous acceptiez de rentrer chez vous. On parle ici des gens qui ne sont pas nécessairement illégaux. Ça, ce sont des gens à qui on a donné des documents aux États-Unis d'Amérique. On parle de protection judiciaire. Donc, ils ont déjà été acceptés comme asilés. L'asile a été accordé. Donc, la décision est d'empêcher leur renvoi à leur pays d'origine. Pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant parce que parmi toutes ces personnes réfugiées aux États-Unis, tout le monde n'est pas menteur.
Parce que généralement, beaucoup d'Africains mentent. Okay? Ils disent que je suis persécuté dans mon pays, je traverse un moment difficile, on me poursuit de partout, voilà pourquoi je suis ici. Parmi ces personnes, malheureusement, il y a ces gens qui ont réellement des vrais problèmes dans leur pays. Ce sont des dissidents, ce sont des gens qui s'opposent à leur gouvernement, ce sont des gens qui ont été vocaux, expressifs de manière négative à l'égard de leur gouvernement, et on les cherche réellement. Mais est-ce que les États-Unis s'inquiètent par rapport à ça? Absolument pas. Ils s'en foutent éperdument que tu rentres, que tu sois tué. Si les États-Unis ont donné ces protections judiciaires, c'est parce qu'ils ont fait des enquêtes et compris que ces gens sont réellement en danger chez eux. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les envoie au Cameroun, en prison au Cameroun, en une condition de sortie, rentrer chez vous à la maison. Alors, pourquoi est-ce que le Cameroun a acheté cette histoire? Il faut se poser la question. Les États-Unis doivent avoir donné quelque chose au Cameroun en retour. Mais avant d'y arriver, on va voir. Les gens viennent de quel pays? Les gens arrêtés au Cameroun sont venus de l'Angola, de l'Éthiopie, de la RDC et plusieurs autres pays. Et à leur arrivée à Yaoundé, certains ont été détenus dans les installations de l'État et auraient été informés qu'ils ne pouvaient partir que s'ils acceptaient de retourner volontairement dans leur pays d'origine. Ça, c'est une prison à vie. Si tu ne peux pas rentrer chez toi. Alors, qu'est-ce que le Cameroun a reçu en retour? Numéro 1. Les États-Unis d'Amérique a fait semblant de ne pas voir ce qui se passe au Cameroun. On parle de quoi? Il n'y a pas très longtemps, il y a eu l'élection présidentielle au Cameroun, où le monsieur ici, monsieur Paul Biya, a été vainqueur le 27 octobre 2025, officiellement avec 53,66%. Alors, les résultats qui ont été fermement partis, évidemment, l'opposition Issa Chiroma Bakari, cet homme ici, a revendiqué la victoire et dénoncé cette fraude massive. L'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. Alors d'après lui, il pense que puisque M. Biya est là depuis 4 décennies, c'est facile pour eux. Ils savent comment manipuler l'histoire. Ils savent qu'est-ce qu'il faut toucher pour que M. Biya gagne. Et ce n'est pas parce que M. Biya a besoin de gagner aux élections ou rester président. C'est parce que d'après le monsieur, l'opposant, une grande majorité de personnes autour de M. Biya sont habituées à cette nomenclature. Donc, la richesse, l'argent, les opportunités. Pourquoi il faut dire à M. Biya de quitter le pouvoir si nous, on profite tous derrière lui? Il y a eu plusieurs morts pendant des manifestations post-électorales. Qui sont ces personnes? Ce sont des gens qui ont protesté. Les manifestations, évidemment, ont éclaté principalement à cause des accusations généralisées de fraude. Donc, les Camerounais ont pensé qu'il y avait fraude. En tout cas, ils peuvent pas accepter. On veut le changement. On veut le changement. On est avec Issa Chiroma. On veut juste la liberté et la victoire de notre président, M. Chiroma Bakari. On veut le changement. La frustration de longue date, les gens sont frustrés par rapport au régime de Biya. Nombreux Camerounais, en particulier des jeunes, ont protesté contre 43 ans du même dirigeant. 43 ans. Imaginez-vous, tu es né, tu as grandi, tu as 30 ans, tu n'as connu qu'un seul président. Et la vie n'a qu'une seule couleur. Le chômage élevé des jeunes, les difficultés économiques, la corruption et le manque de droits, même parmi les avocats qui sont généralement battus par des militaires. Quand un avocat est battu par des militaires ou la police, un civil, il a quoi comme droit? Si on peut battre un avocat en public ou des avocats, le civil, il aura quoi comme droit? Alors les Camerounais sont fatigués. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont sorties dans les rues. En plus, évidemment, de la gestion par le gouvernement de la crise séparatiste anglophone en cours. Au Cameroun, il y a deux parties. Il y a les anglophones et les francophones. Donc, ça a été séparé, vous connaissez depuis l'histoire. Une partie était gérée par les francophones, une autre partie par les anglophones. Après l'indépendance, ils étaient différents, mais en fin de compte, ils se sont réunis parce qu'ils voulaient le faire. Mais après ça, malheureusement, les anglophones ont jugé que c'était difficile pour eux de vivre. Parce que d'après eux, les francophones ne priorisaient que la francophonie. Okay? L'argent, les opportunités, le travail, le programme scolaire, le programme judiciaire étaient franco-concentrés. Et ils étaient mis de l'arrière. Alors, ils n'ont pas aimé ça. Finalement, ils ont voulu faire un pays à eux. Évidemment, ce sont des tendances qui ont été tuées dans l'œuf par le président Biya et toutes ses forces. Alors, il y a de nombreuses personnes parmi ces gens qui sont aussi à l'étranger. Ces anglophones qui, malheureusement, n'ont pas été impliqués dans les tueries, mais qui sont victimes aussi. Ils sont à l'étranger. Alors, beaucoup de gens ont manifesté à Yaoundé et partout ailleurs. Donc, les États-Unis, numéro 1, a jugé de fermer les yeux, de ne pas condamner le fait des morts qu'il y a eu au Cameroun pendant les élections. Numéro 2, de ne pas ouvrir la voie par rapport aux élections qui a été fortement contestée. Vous voyez un peu, la stratégie a changé. Même avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Récemment, on a envoyé un envoyé pour aller voir ce présidents. Et ce président vient avec des rhétoriques totalement différentes. On ne parle plus de démocratie et d'élection. Ils disent, ça c'est votre problème, on en a rien à foutre. Nous, on veut simplement avoir notre place ici. Vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils ne sont pas vraiment pour la démocratie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la démocratie qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Peu importe votre système, ça ne nous regarde pas du moment que ça ne nous affecte pas directement.
Donc vous pouvez massacrer des gens comme vous voulez. Du moment que nos intérêts sont soutenus, on n'a aucun problème. Et c'est comme ça qu'ils sont partis au Mali, Burkina Faso et Niger. Nous allons respecter votre souveraineté. Nous allons traiter égal à égal. Du moment que nos militaires, notre présence, nos entreprises, que vous achetiez nos armes et autres bazars soient ici, en compétition avec la Russie et la Chine. Au Cameroun, on a fait de même. On n'a rien dit. Absolument rien dit. On n'a pas ouvert la bouche par rapport à ce qui se passe. Contrairement en Ouganda, là où on a rejeté certaines histoires, on a mis beaucoup de pression contre l'Ouganda. Rentrons au Cameroun. Numéro 2. Le gouvernement de Trump a bloqué 30 millions de dollars qui étaient promis au gouvernement camerounais. 30 millions de dollars étaient retenus. On a freiné ça. Pourquoi? Pour que le Cameroun accepte la proposition américaine. Les 30 millions de dollars viennent d'où? Les États-Unis ont retenu 30 millions de dollars de financement destinés au bureau camerounais de l'Agence des réfugiés, jusqu'à ce que le Cameroun accepte l'accord. Une équipe de négociation américaine s'est rendue au Cameroun en novembre 2025 pour finaliser l'accord. C'était quoi? Dites aux Camerounais d'accepter de recevoir les réfugiés, comme ça on laisse les 30 millions de dollars. Les 3 millions de dollars servaient à quoi? C'était pour aider les réfugiés dans le Cameroun. On parle de quels réfugiés? Des réfugiés qui sont touchés par la guerre contre les anglophones. Ces réfugiés touchés par la guerre interne au Cameroun avec les anglophones. Donc les gens qui circulent, qui se déplacent, il fallait évidemment de l'argent pour essayer de le replacer, repositionner, donner un peu ici et là pour fonctionner tout le bazar. On a besoin d'argent. Cet argent, malheureusement, ne vient pas des caisses du Cameroun. Voilà pourquoi les pays africains sont des mendiants. On mendie tout. Ça saigne chez vous, il faut aller mendier ailleurs. C'est malheureux, ce n'est pas limité au Cameroun. C'est une tristesse incroyable. Ça saigne chez toi à la maison, il faut aller chercher l'argent. Il faut quémander. Et à cause de quémander, tu es obligé d'accepter des histoires que tu n'accepterais peut-être pas en position de force. Est-ce que le Cameroun ne peut pas générer 30 millions de dollars pour soi-même? C'est une très bonne question. Mais cet argent était déjà alloué au Cameroun depuis les États-Unis. Mais on a freiné ça. C'était l'argent alloué pour les réfugiés internes. Mais on leur a dit, pour que vous receviez cet argent, il faut d'abord accepter de recevoir tous ces gens que les États-Unis d'Amérique ne veulent plus. Les bandits, les Vénézuéliens, les machins, et tout ça, vous recevez tous les Caracassois, sans vos histoires. Et c'est comme ça. Donc numéro 1, on s'est tué par rapport aux tueries qui sont passées au Cameroun pendant les élections. Il y a un gros caisse, un gros dossier par rapport à ça. Et numéro 2, on a fermé la porte de l'argent, 30 millions de dollars. Sinon, on ne donne pas. Recevez d'abord les gens. Mais en retour, qu'est-ce que le Cameroun attend? Le Cameroun espère que les États-Unis d'Amérique renvoient des dissidents qui y sont. Donc ces personnes qui ont quitté le pays en difficulté parce qu'ils ont des histoires avec le gouvernement seront probablement renvoyés par les États-Unis. Ça, c'est le gouvernement de Trump. Ils s'en foutent éperdument de votre bien-être ou vous serez en danger. Ils s'en foutent. Ça, c'est le gouvernement qui a envoyé un Congolais réfugié aux États-Unis au Soudan. On l'a envoyé au Soudan. Les Soudanais ont dit non, c'est un Congolais, ce n'est pas un Soudanais. Regardez le Congo, regardez le Soudan sur la carte. C'est deux pays totalement différents. On a renvoyé le monsieur aux États-Unis. Le gouvernement américain était furieux. 2 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé tout ce qu'il y avait comme visa valide des Soudanais aux États-Unis d'Amérique. Parce que le Soudan a refusé d'accepter un Congolais. Le Soudan a été obligé d'accepter le Congolais. Et ont essayé de négocier pour qu'on renverse la vapeur. Ils ont dit non, on ne change pas ce qu'on a fait. On va vous observer, voir comment vous vous conduisez. Alors là, on va décider dans le futur si on va encore vous accorder le visa ou pas. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Cameroun a bien fait ou pas? Quelque part, il faut comprendre c'est pour l'intérêt du Cameroun. Mais est-ce que ça profite aux Camerounais du chaque jour? Numéro 2, faut-il aller se réfugier chez les gens pour toujours? C'est difficile. On peut jamais s'intégrer pour toujours chez les gens. Et puis l'intégration est déjà un grand problème parce qu'il faut dire, une grande masse d'Africains qui vont à l'étranger ramènent avec leur pays à l'étranger. Et ce n'est pas nécessairement que ces gens sont racistes. Des fois, vous partez dans des endroits, vous êtes choqués de voir comment les gens vivent. Je suis parti une fois en Allemagne, mais j'étais choqué, j'étais bouleversé. Arrivé dans des appartements dont je connaissais le propriétaire, j'ai vu des gens en train de faire des trucs absolument absurdes. À 2h du matin, en train de prier, « Seigneur, les dieux de Bangoka !» Non, comment ça les dieux de Bangoka à 2h du matin? Il y a le monsieur allemand qui essaie de dormir. Quand il parle, vous parlez du racisme. Vous entrez dans les bâtiments, ça sent de la nourriture africaine. Écoutez, quand on dit nourriture africaine, il faut pas vous attendre à ce que tout le monde l'accepte. Il y a des nourritures africaines qui puent. Ah non, il faut se dire des vérités. Il y a des nourritures africaines qui puent. Il y a une nourriture que moi je mange. Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens ici qui ne sauront pas. Parce que ça pue. Mais moi, je suis habitué parce que c'est un truc que j'ai mangé depuis l'enfance. Si un autre Africain aura du mal à manger, pourquoi vous espérez qu'un Blanc, un Allemand, l'accepte carrément? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raciste. C'est toi qui es parti chez eux. En plus de difficilement parler sa langue, tu fais des trucs absolument absurdes. Et tu ne t'assimiles pas. Ou on ne dit pas qu'il faut jeter ce que tu es. Par assimiler, je pense, vous comprenez le sens. On parle ici de water down. Le français, c'est pas ma langue. Je n'ai pas le mot approprié pour ça. Donc,
Faut-il haïr ces personnes quand on dit qu'il faut rentrer chez eux? Donald Trump, le président américain, avoue avoir envoyé des armes à la population civile iranienne pour résister à son pouvoir. On parle ici de la population qui se présentait dans les rues pour se battre contre le gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, tout le monde a accusé l'Iran d'avoir abattu des civils en dizaines de milliers. Et qu'est-ce qu'on disait? C'était des peaceful protesters, ou des gens qui faisaient leurs protestations avec sympathie, gentillesse, des manifestants de paix. L'Iran à l'époque avait dit que ces gens n'étaient pas des manifestants de paix, c'était des brigands, des bandits armés qui tuaient des gens. Maintenant, Donald Trump lui-même, là vous suivez. Comment prétendre aider le peuple iranien en bombardant ceci? Oui, avec qui es-tu? Eh bien, d'accord. Eh bien, vous êtes avec un groupe de cinglés d'extrême gauche. Permettez-moi de vous dire, question très pertinente. Le peuple iranien, lorsqu'il n'entend pas de bombes exploser, est contrarié. Ils veulent entendre des bombes parce qu'ils veulent être libres. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas en train de manifester, vous le savez, c'est parce qu'on les a informés que s'ils protestaient, comme le lutteur et ses amis, s'ils protestaient, ils seraient immédiatement abattus. Et c'est un décret, c'est écrit noir sur blanc. S'ils protestent, s'ils descendent dans la rue, ils seront immédiatement abattus. Ils n'ont pas d'armes. Vous savez, nous avons envoyé des armes, mais le groupe qui était censé les distribuer, ce que j'avais prédit à mes gens, je l'avais dit, je l'avais exactement prévu. Nous avons envoyé des armes, beaucoup d'armes. Elles étaient censées aller au peuple pour qu'il puisse se défendre contre ces voyous. Vous savez ce qui s'est passé? Waouh, on s'arrête un peu là, rapidement. La journaliste vient de poser la question de savoir, vous dites vouloir partir libérer les Iraniens. Ne pensez-vous pas que les Iraniens seront frustrés ou déçus d'apprendre que vous avez détruit leurs infrastructures civiles? On parle ici des barrages électriques, des dessaliments d'eau. Il dit, les Iraniens sont prêts à recevoir les bombes. Les Iraniens sont prêts à être bombardés du moment qu'ils reçoivent la liberté. On reprend. Comment prétendre aider le peuple iranien en bombardant ceci? Oui, avec qui es-tu? Eh bien, d'accord. Eh bien, vous êtes avec un groupe de cinglés d'extrême gauche. Permettez-moi de vous dire, question très pertinente. Le peuple iranien, lorsqu'il n'entend pas de bombes exploser, est contrarié. Ils veulent entendre des bombes parce qu'ils veulent être libres. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas en train de manifester, vous le savez, c'est parce qu'on les a informés que s'ils protestaient, comme le lutteur et ses amis, s'ils protestaient, ils seraient immédiatement abattus. Et c'est un décret, c'est écrit noir sur blanc. S'ils protestent, s'ils descendent dans la rue... Revenez nous bombarder, revenez, ne partez pas. Personnes à qui on les a envoyées les ont gardées parce qu'elles se sont dit « Quelle belle arme, je crois que je vais la garder ». Donc je suis très en colère contre un certain groupe de personnes et ils vont en payer le prix fort. Mais le peuple iranien se défendra dès qu'il saura qu'il ne va pas se faire tirer dessus et dès qu'il pourra obtenir des armes. S'ils avaient des armes, pas beaucoup, s'ils avaient des armes, la situation serait tout autre. Et vous savez ce qui se passerait? L'Iran abandonnerait en 2 secondes parce qu'il ne pourrait pas tenir le coup. Mais en Iran, ils n'ont absolument aucune arme. Et on leur a dit sans embâche, si vous sortez dans la rue, vous serez tués. D'après des informations assez fiables, 45 000 manifestants ont été tués. Plutôt mauvais. Je pense qu'il est important de mentionner ici qu'au début de la guerre, M. Trump et Netanyahou ont tous fait des discours. Autour de ces discours, ils disaient « Nous allons déstabiliser ce régime méchant. Nous allons décapiter le régime. » En effet, l'objectif, c'est quoi? C'est avoir la population iranienne levée, que cette population se lève et reprenne leur pays. Bon, maintenant qu'on a fini avec ce mensonge-là, je voulais vous faire une mise à jour sur nos opérations. Avec le visionnaire Donald Trump, Israël et les États-Unis agissent ensemble en Iran avec beaucoup de détermination et des forces sans précédent. Nous cherchons à mettre fin aux menaces du régime des ayatollahs qui ont fait la guerre contre le peuple d'Israël et le peuple d'Iran
C'est un régime qui livre la mort à son propre peuple. Nous avons 3 objectifs. Tout d'abord, mettre fin à la menace nucléaire. Deuxièmement, mettre fin à la menace balistique et enlever ces menaces avant qu'il l'Iran n'ait le temps de les enterrer. Et troisièmement, cela veut dire que nous souhaitons créer des conditions pour que le peuple iranien puisse avoir accès à sa liberté. Aujourd'hui, le régime des ayatollahs attaque non seulement les États-Unis et l'Israël. Donc l'objectif de Trump n'était pas d'aller envoyer des bottes au sol en Iran, mais espérer voir après les bombardements des militants iraniens se lever pour aller faire la guerre contre leur gouvernement. Rappelez-vous, je vous ai dit précédemment que Trump a avoué avoir envoyé des armes aux Iraniens. On va en parler tout de suite, continuons. Évidemment, Trump, quand tu lui poses la question, il va toujours demander tu es avec qui, donc tu travailles pour qui. Parce qu'évidemment, il y a des chaînes de télévision dont pour lui sont totalement opposées à son idéologie. Donc ta question devrait naturellement être une question piège. Voilà pourquoi il a réagi de la sorte. Continuons. Comment prétendre aider le peuple iranien en bombardant ceci? Oui, avec qui es-tu? Eh bien, n'importe. Eh bien, vous êtes avec un groupe de cinglés d'extrême gauche. Permettez-moi de vous dire, question très pertinente. Le peuple iranien, lorsqu'il n'entend pas de bombes exploser, est contrarié. Ils veulent entendre des bombes parce qu'ils veulent être libres. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas en train de manifester, vous le savez, c'est parce qu'on les a informés que s'ils protestent... Ok, il y a l'histoire d'un jeune catcheur iranien qui a été exécuté il y a quelque temps, que la paix soit avec lui. Personne ne mérite de partir comme ça. Il a été exécuté par le gouvernement iranien. Et c'est un jeune olympien qui a représenté l'Iran aux Jeux Olympiques. C'est la pire de façon de partir, après avoir représenté sa patrie. Mais après quelques investigations et aussi un rapport venant de l'Iran, ça c'était la version occidentale. L'Iran a exécuté son champion olympique parce qu'il voulait la paix et la liberté. Mais après on a vu la version de l'Iran. L'Iran qui dit que le jeune catcheur, le jeune lutteur, ce jeune lutteur de 19 ans je crois, très fort, mais un bambin, un enfant, le jeune lutteur aurait participé à la mort des 2 policiers. On a vu des images où on montrait le jeune, en tout cas ce qui semblait être ce jeune lutteur, avec quelque chose en main, ou une machette, ou quelque chose de très similaire, d'après les commentaires, en train de frapper sur quelqu'un. L'Occident dit c'est inacceptable, comment vous pouvez faire ce genre d'histoire? C'est tout à fait compréhensible, on n'exécute pas ces héros. Ça n'a aucun sens. L'Iran dit le jeune était armé, il a tué 2 policiers. Voilà pourquoi on l'a exécuté. La question est celle-ci. Si une personne exécutait un militaire ou un policier aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui se passerait? Bénéfice du doute. Supposons, en fait, j'espère que le jeune garçon n'a rien fait. Mais si le jeune garçon a fait quelque chose, s'il avait exécuté un policier, en ce même cas, si une personne exécutait un membre de la force de police avec des machettes, qu'est-ce qu'on ferait de lui? Faites-moi savoir, je veux savoir venant de vous. Parce qu'on les a informés que s'ils protestaient, comme le lutteur et ses amis, s'ils protestaient, ils seraient immédiatement abattus. Et c'est un décret, c'est écrit noir sur blanc. S'ils protestent, s'ils descendent dans la rue, ils seront immédiatement abattus. Ils n'ont pas d'armes. Vous savez, nous avons envoyé des armes, mais le groupe qui était censé les distribuer, ce que j'avais prédit à mes gens, je l'avais dit, je l'avais exactement prévu. Nous avons envoyé des armes. Ok. Monsieur Trump dit qu'ils ont envoyé des armes. Ils ont envoyé des armes à la population iranienne parce qu'ils savaient que les Iraniens n'avaient pas d'armes pour se défendre. Quelque part, c'est Monsieur Trump avoue s'être impliqué militairement dans une situation politique d'un pays souverain, en envoyant des armes pour que les gens se libèrent. Parce que d'après lui, ces personnes sont en train de vivre une vie d'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit les armes, malheureusement, ne sont pas toutes arrivées entre les mains des Iraniens. Parce que les personnes auprès desquelles les armes étaient envoyées comme intermédiaires, certains parmi eux ont choisi de garder ces armes parce qu'elles étaient trop belles. Donc, le stock n'est pas arrivé en Iran. Quelles sont ces personnes dont il parle ici? Monsieur parle des Kurdes iraniens. Qui sont des Kurdes iraniens? Les Kurdes iraniens sont des gens qui sont anti-gouvernement de l'Iran. En tout cas pour la grande majorité. C'est une population qui vit au nord de l'Iran. Les Kurdes, on les retrouve dans plusieurs pays. Au fait, c'est pas seulement l'Iran. C'est un peu comme les tribus que vous voyez. La même tribu se trouve en Côte d'Ivoire, elle se trouve aussi au Burkina Faso. La même tribu se trouve au Rwanda. Vous la verrez aussi quelque part au Burundi et en République démocratique du Congo. La même tribu que vous voyez au Lesotho se trouve. C'est un peu ça. Les Kurdes sont un peu. Il y a des Kurdes vers
la Turquie, il y a des Kurdes en Iran, il y a des Kurdes en Irak, il y a des Kurdes. Alors ces Kurdes iraniens n'étaient pas contents du gouvernement iranien. Pourquoi? Parce qu'en 1979, quand l'ayatollah a pris le pouvoir entre les mains du Shah, ils espéraient pouvoir créer leur propre république, des Kurdes. Alors l'ayatollah et le reste ne voulaient pas ça parce qu'ils ont trouvé que c'était inacceptable. Pourquoi vous voulez créer une république à vous? Les Kurdes trouvaient qu'il était de leur intérêt, qu'ils avaient le droit de créer leur propre république à eux. Et à partir de là, il y a eu des violences, des difficultés et tout le bazar. Les Kurdes accusaient aussi l'Iran de négliger leur côté, leur partie, leur territoire. Leur territoire était pauvre, on n'avait pas d'opportunité, tout le bazar. Alors, M. Trump, quand on vous dit généralement qu'une personne extérieure voulant créer le trouble entre vous se servira du problème interne que vous avez pour entrer. Alors, M. Trump a envoyé des armes aux Kurdes, espérant que les Kurdes soient motivateurs, même à la population civile sur place, pour renverser le gouvernement iranien. J'espère qu'on a compris le contexte. Continuons. Beaucoup d'armes. Elles étaient censées aller au peuple pour qu'il puisse se défendre contre ces voyous. Vous savez ce qui s'est passé? Les personnes à qui on les a envoyées les ont gardées parce qu'elles se sont dit « Quelle belle arme, je crois que je vais la garder ». Donc je suis très en colère contre un certain groupe de personnes et ils vont en payer le prix fort. Mais le peuple iranien se défendra dès qu'il saura qu'il ne va pas se faire tirer dessus et dès qu'il pourra obtenir des armes. S'ils avaient des armes, pas beaucoup, s'ils avaient des armes, la situation serait tout autre. Et vous savez ce qui se passerait? L'Iran abandonnerait en 2 secondes parce qu'il ne pourrait pas tenir le coup. Mais en Iran, ils n'ont absolument aucune arme. Et on leur a dit sans embâche, si vous sortez dans la rue, vous serez tués. Ce matin, et d'après des informations assez fiables, 45 000 manifestants ont été tués. Plutôt mauvais. Ok, 45 000 personnes ont été tuées en Iran pour avoir protesté contre le gouvernement. C'est horrible, n'est-ce pas? Toutes ces personnes méritent la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne mentionne pas que ces 45 000 parmi eux, en tout cas beaucoup, étaient armés, comme le disait l'Iran. Au départ, on l'a dit, mais personne n'a avoué. Tout le monde a nié. C'est impossible. Comment tu peux tuer tes propres populations comme ça? Mais quand la population se lève avec des intentions bien précises contre l'État, pour les intérêts externes, qu'est-ce que vous faites? Si des dizaines de milliers de personnes américaines se levaient aux États-Unis d'Amérique, voulant profiter de l'opportunité pour renverser le gouvernement avec des armes, comment réagirait l'armée américaine? On veut savoir, faites-moi savoir. Voilà les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre commentaire est toujours bien apprécié.